Bonsoir, nous sommes le vendredi 23 juin et il est 19h ici à Pamataï. Merci d'être avec nous encore une fois sur la première. C'est le temps de l'information ici au Fénois. Voici les titres donc de la présente édition. La flamme olympique à Tahiti, ce sera le 13 juin 2024. Ainsi, parmi les 11 000 relayeurs, il y aura des enfants du Fénois, de Papeete au PK0. La joie et la liesse promettent d'être intenses. Ce sera la première fois que cette torche, tout en symbole, passera ici en Outre-mer. Le cancer de l'utérus, une vingtaine de cas tous les ans ici en Polynésie et un tiers de personnes touchées à moins de 50 ans. Toute la semaine, la logique est à l'information et à la prévention. Un grand rassemblement est prévu demain du côté de Tarabao. Le dépistage est une garantie. Nous ouvrons le chapitre de l'information avec notre invité, Teana Ninitemata Otoa. C'est la directrice de l'Institut du cancer en Polynésie. À tout à l'heure, merci beaucoup. Un rendez-vous incontournable, il dit beaucoup de l'âme du pays. Ce soir, c'est la grande nuit de Miss Tahiti. Les battements de cœur résonnent dans tout le Fénois. Il y a du monde, beaucoup de monde à la mairie de Papeete. Les candidates sont en coulisses. Eh bien, nous irons voir notre amie Ayata qui est au pied de la scène où un sacre attend une reine de beauté. 10 candidates sont en lice et les familles vont donner de la voix toute la soirée, toute la nuit sur la première. À tout à l'heure, Ayata. Un beau rendez-vous avec la tradition, la marche sur le feu. Ils étaient hier soir plusieurs centaines à oser cette expérience, une manière de purifier et le corps et l'âme. Les marcheurs déjà sentent toute l'intensité de ces bénéfices. Nous les écouterons en fin de journal. Par le symbole de la flamme olympique, ils sont tous là, le messager de marathon jusqu'au héros de la mythologie grecque. Bref, c'est une question de source. Et le passage de la flamme avant toute Olympiade est une manière de réchauffer les cœurs des citoyens et des sportifs. Eh bien, cette flamme fera le vol jusqu'ici à Tahiti. Dans un an, ce sera le 13 juin. De la Méditerranée au Pacifique, le sport est une valeur universelle. Reportage signé par Caroline Fary avec Nicolas Suire. Elle sera allumée le 16 avril à Olympie, en Grèce, comme le veut la tradition. La flamme olympique partira ensuite d'Athènes à bord du Belém, un 3-mâts de la marine française, pour rallier Marseille le 8 mai. Elle traversera une 60aine de départements et plus de 400 villes. Son parcours prévoit l'étape polynésienne où les épreuves de surf doivent se dérouler. À Tahiti, les athlètes se réjouissent de cet événement. Pour moi, en tant qu'athlète qui a fait les Jeux Olympiques, je pense que c'est assez important d'avoir cette flamme chez nous. Je pense pour tout athlète, c'est bien d'avoir ce passage obligatoire pour pouvoir y participer. Et c'est quelque chose de nouveau aussi, surtout pour nous. Et on verra ce que ça va donner. J'espère que la flamme va durer avec cette pluie. Une petite île au milieu du Pacifique, il y a une flamme olympique qui vient. Les Jeux Olympiques à Chopo, c'est quand même top pour le surf en Polynésie. Pour nous, les surfeurs, ça va être un gros boost pour la carrière de tous les jeunes surfeurs. La population de Papeete apprend tout juste la nouvelle, une aubaine pour la visibilité et le rayonnement de la Polynésie. Je viens du savoir, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Ça va faire du bien pour les jeunes Polynésiens de pouvoir participer et montrer la valeur de la Polynésie. C'est déjà grandiose pour recevoir le JO, parce qu'internationalement, il y a plein de pays qui aimeraient bien que les JO viennent chez eux. D'une, déjà économiquement, c'est bien aussi. Ça va apporter de l'argent déjà pour les locaux ici. C'est bien pour nous, qu'est-ce que je voulais dire, soit peut-être aussi une bénéficier avec tous les touristes qui vont arriver. On va pouvoir vendre au moins nos produits avec ces touristes-là qui vont arriver chez nous. Je pense que c'est un moment pour la population justement de se rassembler, parce que ce sont des événements. Parce qu'en fait, si la flamme vient ici, c'est à cause du surf qui va avoir lieu ici, ce qui veut dire que la Polynésie sera célèbre. L'astronaute Thomas Pesquet, bien connu des Polynésiens, sera l'un des ambassadeurs du relais de la flamme, aux côtés de Marine L'Orphelin et Jamel Debbouze. La flamme olympique devrait arriver en Polynésie le 13 juin. Et à Paris, ils ont dévoilé la carte du passage de la flamme olympique, pareillement une carte d'invitation à une très belle cérémonie. Tony Estanquet, vous le savez, c'est le patron des JO 2024, a fait ce matin dans la capitale autant une leçon de géographie que de fraternité humaine. Il a beaucoup insisté sur les Outre-mer et surtout sur les valeurs de leur civilisation. Sur place était notre confrère Eric Sintas. Nous le retrouvons.
Oui Stéphane, les Jeux Olympiques sont vraiment universels. Ils seront chez vous, la flamme olympique sera chez vous l'année prochaine, le 13 juin 2024, pour traverser le territoire de Tahiti jusqu'au site de Tiopo, là où aura lieu la compétition de surf dans laquelle on espère que Vainé ou Kaoli auront peut-être les 2 médailles d'or qui apporteront une superbe joie au niveau de Tahiti. Alors ce matin, Tony Estanguet a présenté le parcours de cette flamme à l'amphithéâtre de la Sorbonne. On se rappelle que le 23 juin 1894, le baron Pierre de Coubertin avait relancé l'Olympisme dans ce même amphithéâtre. Et il en a profité pour relancer tout cela et pour parler également de l'outre-mer, puisque 5 départements et territoires sont concernés. Vous, bien sûr, en Polynésie, mais également la Guadeloupe avec le Memorial Act, la Martinique avec la montagne Pelée, la Réunion avec le Piton de la Fournaise, ou bien encore la Guyane avec le fleuve Baronnie. Ces 5 symboles, avec celui de la Polynésie, font que l'outre-mer est complètement reconnu par le COJO 2024. Et maintenant, on espère que les athlètes vont pouvoir se préparer comme il faut pour pouvoir décrocher nos médailles. Le compte à rebours a été lancé ici à Paris. Maintenant, il va suivre un peu partout en France et en Outre-mer. Merci Eric, avec une belle image de la Tour Eiffel. Et vous le savez, la flamme ira de main en main pour arriver ici en Polynésie. Une tradition qui date depuis 1928 et Amsterdam. Par son symbole, ce relais entre les hommes fera l'objet d'une extrême surveillance, un dispositif de sécurité pour que la fête soit belle et les gens heureux. Reportage avec Mélissa Chong sur ce parcours qui ira de Papeete jusqu'à la presqu'île. Elle brûle de 1000 feux et depuis son premier allumage en 1928, la flamme olympique ne cesse d'être convoitée par bien des pays. Ce symbole qui marque l'ouverture des Jeux olympiques 2024 voyagera jusqu'en Polynésie française, terre de jeu des épreuves de surf. On va avoir la chance de pouvoir contribuer dans la sélection, ou ne serait-ce que dans le choix des noms des porteurs de cette flamme. Je pense qu'il va falloir y intégrer bien évidemment des jeunes engagés, des sportifs engagés, parce que c'est important. Venir transmettre à la jeunesse, il faut qu'on s'y mette. Toutes les fédérations et tous les sports ne le font pas systématiquement. Accueillir la flamme olympique et ses Jeux demande une vigilance accrue, coordonnée par le Haut Commissariat. Un dispositif adapté à la dimension internationale de l'événement est actuellement à l'étude. Gendarmerie, direction territoriale et police nationale travaillent conjointement à la sécurisation du relais de la flamme, mais elle ne se fera pas au détriment de la ferveur populaire. C'est une énorme opportunité en termes de rayonnement et de visibilité à l'international. Le parcours a été pensé par le pays pour faire en sorte de pouvoir faire rayonner à la fois ces différentes villes, mais aussi ces points touristiques et attractifs. Donc non, ça va être une belle fête, une belle visibilité et effectivement une opportunité pour la Polynésie d'être vue à travers le monde entier avant les Jeux. 7 ambassadeurs polynésiens auront le privilège de porter la flamme au plus près de la vague emblématique de Te Aupo. Justice, 3 personnes actuellement devant le juge de la liberté et de la détention, ici au tribunal de Papeete. Il s'agit d'un homme et de 2 femmes qui habitent à Moorea. Ils sont soupçonnés d'avoir créé une secte sur fond de cours de méditation et de soins naturels. De l'argent liquide aurait d'ailleurs été trouvé lors de la perquisition menée par les gendarmes. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Toutes les informations précises sur notre site web Polynésie, la première. On va ouvrir une page chantée dans ce journal. On va parler du cancer du col de l'utérus. Vous savez, 20 personnes chaque année sont concernées par cette maladie. Un tiers des personnes qui sont touchées par le virus ont moins de 50 ans. Il existe un vaccin qui n'est pas encore ici sur le territoire. On va ouvrir le débat parce que c'est la semaine de prévention actuellement, avec d'ailleurs un grand rendez-vous demain à Tarabao pour sensibiliser les personnes sur cette question-là. Et on a la chance d'avoir parmi nous Théanie, bonsoir. Vous êtes la directrice de l'Institut du cancer ici du côté de Pirée. C'est ça. Est-ce que ce cancer du col de l'utérus est un souci important de la santé publique ? Alors oui, c'est un cancer donc, qui touche, comme vous le disiez, la femme plutôt jeune, qui est surtout évitable avec un examen de dépistage qui existe et qui permet de détecter les lésions avant qu'elles deviennent cancéreuses. Parce que malheureusement, 20 femmes par an sont touchées par ce cancer, ce qui en fait le 6e cancer chez la femme en Polynésie. C'est un cancer qui peut amener la mort ? Alors malheureusement, quand c'est pris tardivement et qu'on en est à un stade trop avancé avec des métastases, c'est-à-dire quand le cancer a pu se propager ailleurs, oui, ça peut arriver en effet. Quel est le facteur de transmission ? Comment peut-on se protéger de ces transmissions ? Alors, c'est un cancer qui est dû à un virus, donc le papillomavirus ou HPV, qui est un cancer qui se transmet par les contacts sexuels ou les rapports sexuels. Mais c'est un virus qui est très contagieux. Donc,
quasiment 90% des gens vont l'attraper et vont aussi l'éliminer. Et chez 10% des gens, il va persister et progressivement abîmer le col de l'utérus jusqu'à donner un cancer. Mais c'est quelque chose qui se fait très lentement sur 15 ans, 20 ans et qui laisse justement l'opportunité de faire du dépistage avant que ce cancer arrive. Justement, à partir de quand ce cancer peut être révélé, notamment par le travail du médecin généraliste ou du gynécologue? Alors, l'examen de dépistage qui peut être fait, le frottis, donc les recommandations, c'est de le faire à partir de 25 ans et tous les 3 ans, jusqu'à l'âge de 65 ans. Et donc, ce frottis va plutôt détecter des lésions précancéreuses. Et malheureusement, si le frottis n'a pas été fait ou qu'il y a eu trop d'écart entre les frottis, ces lésions n'ont pas pu être détectées et arriver jusqu'au cancer. Donc, en à peu près 15 à 20 ans, ça dépend de combien de temps ça peut mettre à évoluer. Cette semaine, vous faites beaucoup de prévention, de l'information auprès des dames notamment. Et justement, est-ce qu'il y a une réticence de la part des citoyennes de faire ce frottis pour en savoir un petit peu plus, ou pas du tout? Alors c'est vrai que c'est un de nos objectifs au niveau de l'Institut du cancer et donc de toute la prise en charge des programmes de dépistage, que ce soit le dépistage du cancer du col ou le dépistage du cancer du sein avec la mammographie. Il y a malheureusement que 40% des femmes qui font leur dépistage, donc ça veut dire que plus de la moitié n'y vont pas. Pourtant, donc il y a la gratuité de l'examen, alors pas forcément de la consultation, mais de l'examen, qui est déjà un frein qui a été levé. Et il y en a d'autres. Alors il y a probablement en effet la pudeur, la crainte de la consultation. Il y a aussi probablement des priorités dans la vie d'une femme, que ça soit sa famille, son travail, son quotidien, et donc qui laisse un peu sa santé de côté. Et c'est vrai pour toutes les tranches d'âge où les dames plus âgées sont plus réticentes que les jeunes filles, par exemple? Alors les jeunes filles, ça va être plutôt parce qu'elles vont consulter pour leur suivi de grossesse ou pour la contraception, et donc elles vont arriver à la consultation pour d'autres motifs, et donc on va en profiter pour faire le frottis. Chez les dames plus âgées, c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a plus de grossesse ou même que la ménopause est là, souvent c'est là que le suivi est abandonné. Et donc après, il y a aussi le problème de l'accessibilité aux consultations. Certaines femmes qui n'ont pas forcément les moyens de locomotion. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on essaye d'anticiper pour pouvoir apporter des solutions. Il y a aussi un espoir. Le vaccin qui est testé, qui manifestement donne 80% de réponses positives. En tous les cas, il agit de manière très très nette. Est-ce qu'un jour on aura la chance de l'avoir ici sur le territoire? Alors le vaccin existe déjà sur le territoire, mais il n'est pas pris en charge. Donc, voilà, il est efficace à 80%, c'est ça? C'est un vaccin qui est très efficace. Il y a beaucoup de pays qui l'ont déjà utilisé depuis 20 ans et qui aujourd'hui peuvent vraiment annoncer qu'ils ont quasiment fait disparaître le cancer du col de l'utérus, comme l'Australie. Donc on sait que c'est un vaccin qui est sûr, qui est efficace. Donc sur ça, on n'a aucun doute. Et donc là, le projet de l'Institut du cancer pour 2023, c'est de mettre en place la gratuité de ce vaccin. Donc c'est pas encore le cas, on y travaille. Mais pour la fin de l'année, c'est notre objectif, c'est de pouvoir annoncer que ce vaccin est gratuit pour la tranche d'âge concernée. Donc les garçons et les filles de 11 ans à 14 ans. Dernière question, parce que le temps nous est compté. Quel est le rendez-vous demain à Taravao? Qu'est-ce qui va se passer? Alors demain, donc c'est la grande journée qui clôture Juin Vert, donc le mois de sensibilisation. Et donc à Taravao, toute la journée de 9h à 15h. Donc il y aura plusieurs ateliers autour de la santé de la femme, des infections sexuellement transmissibles, des règles, et aussi des ateliers de tressage, de tapas. Donc on vous attend nombreux demain pour parler et de santé, mais aussi passer un bon moment en famille. Merci beaucoup, Madame la Directrice, et bonne journée demain matin, toute la journée, à Taravao, avec l'ensemble des citoyens qui vont se déplacer. Merci, bon week-end. C'est une cartographie précise du corps, héritage millénaire de l'Asie. L'acupuncture est une manière de mettre en dialogue les organes du corps pour un bien-être plus fort pour les patients. Les futures mamans et les nouvelles mamans en apprécient d'ailleurs les bénéfices. Être enceinte, c'est aussi affronter différentes douleurs, dont souvent celle du dos. Les petites aiguilles sont une heureuse manière de voir passer le temps jusqu'au jour béni et joyeux de l'arrivée de l'enfant. Reportage à l'hôpital Priscilla Etève avec les images de Jacques Damour. Cette petite merveille s'appelle Hiaani et elle est venue au monde hier. Après des heures d'effort, sa maman Audrey est fatiguée, alors pour se requinquer, elle ne dit pas non à une séance d'acupuncture proposée par le service maternité du CHPF. Ça me fait comme une sensation de chaleur en fait qui me détend. Et pourquoi toi tu as voulu faire de l'acupuncture à ce moment-là, quand tu étais enceinte? Parce que les jambes lourdes et puis le stress aussi d'accoucher. Parce que du coup, j'ai pas fait de séance aussi de pré-accouchement. Les aiguilles sont posées pendant 20 minutes et en fonction des bienfaits recherchés chez la patiente. Le point qu'on voit entre les sourcils, c'est une dent. C'est un des points les plus puissants en fait, pour tout ce qui est relaxation, donc anxiété, stress. On peut aussi donc l'accompagner de ce point-là, le 7 cœurs qui est Shenmen,
reconnu également dans tout ce qui est apaiser l'esprit pour tout ce qui va venir en fait, avec donc bébé, les nuits sans sommeil et la tête qui est un petit peu enrhumée par tout ça. Cette médecine chinoise est pratiquée depuis 8 mois ici. Elle permet aussi de soulager les femmes pendant leur grossesse. Déjà les nausées, les vomissements habituels, les mal de dos. Voilà. On intervient après aussi donc, pour déclencher les accouchements. Comme cette patiente arrivée à son terme qui ressent déjà ses premières contractions. Au CHPF, 3 sages-femmes accompagnent les mamans et les futures mamans avec l'acupuncture, une méthode plus douce pour vivre ce moment intense. Elles sont 10 comme les doigts de la main et le public est déjà prêt à lever les bras pour porter sa championne vers le sacre. Nous parlons évidemment de Miss Tahiti, soirée en direct sur notre antenne, évidemment après le journal. Un rendez-vous façonné par le glamour, le sensible et la vérité de ces jeunes femmes. La lumière, la scène et peut-être un destin. Toujours est-il qu'à la mairie de pas péter, la pression monte, comme un air de Coupe du Monde de rugby, fair play et sympa. Nous allons écouter les pulsations d'un peuple qui attend sa reine de beauté. Sur place, on va retrouver notre amie Ayata Taraou. Alors, chère Ayata, faites-nous rêver. Comment ça se passe à la mairie ? Alors ce soir, Stéphane, eh bien, ce sont les 10 candidates à Miss Tahiti qui vont vous faire rêver, mais surtout vous faire voyager dans le triangle polynésien au travers des 4 passages qui sont prévus ce soir. Chaque passage représentera une île. Rapa, par exemple, pour le passage en maillot de bain, ou encore Hawaï pour les robes de soirée. Alors, vous le voyez peut-être, là, je suis, on dirait, à l'entrée des artistes. C'est ici, c'est par ici que rentrent eh bien, les 1000 personnes qui sont attendus ce soir, 500 dîneurs et 500 spectateurs. À mes côtés, eh bien, la Miss Tahiti 2022 qui rend son sacre ce soir. Herenui Tuheyava, comment est-ce que vous vous sentez? Écoute, c'est un chamboulement d'émotions. Je suis à la fois nostalgique puisque l'année arrive à son terme et je suis heureuse aussi à la fois d'être ici parce que ça me fait remémorer énormément de beaux souvenirs. Et qu'est-ce que vous retenez de votre année? Alors la proximité avec le peuple polynésien. Je pense avoir compris le rôle réel de Miss Tahiti. Ça va au-delà de la beauté, du glamour, des paillettes, etc. C'est vraiment aller à la rencontre de la population, s'engager pour la population et venir en aide aussi à la population polynésienne. Merci beaucoup, Herenui Tuheyava. Voilà donc Stéphane, la soirée devrait démarrer dans quelques minutes à 20h et une soirée magique que vous pourrez suivre évidemment sur votre chaîne publique Polynésie la Première. Merci beaucoup Ayata, évidemment la Miss Tahiti 2023 invitée demain soir dans le journal de la Première. La marche sur le feu, un point de rencontre entre les humains d'aujourd'hui et la société traditionnelle, toujours forte, vous le savez, d'une sagesse ancestrale. Cette cérémonie ouvre la saison du Haïva. Hier soir, sous la conduite du Tawa Raymond Grave, des centaines de paires de pieds ont passé l'épreuve, non sans stress au début, mais heureux au final. La promesse de purification et du corps et de l'âme semble avoir été tenue. Reportage avec Jemso et Laurent Chintou. Parmi vous, c'est une pratique ancestrale qui a survécu aux tentatives d'éradication du christianisme. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Depuis quelques années, c'est Arioi qui dirige la cérémonie. Mais son père, le Tawa Raymond Grave, est toujours présent. Marcher sur des pierres chauffées à blanc, une première expérience pour beaucoup de participants. C'était bien, ouais, c'était bien. C'est toujours apaisant en fait. Voilà. Ça brûle pas les pieds ? Non. On sent une chaleur douce. En fait, ça brûle moins que si on marchait à la Pointe Vénus en plein jour, quoi. C'est une drôle d'expérience en fait à faire. Et c'est plein mystique. J'ai bien aimé. Ouais, vraiment sympa. Ça brûle pas ? Non, pas du tout. On sent la chaleur. C'est agréable finalement. Pour certains, la cérémonie du Umuti est un rite qui s'inscrit dans une démarche de réappropriation de sa propre culture. Ça fait déjà 10 ans ici et 40 ans que je pratique régulièrement depuis Régater. Tu ne t'en lasses pas? Jamais, parce que c'est une purification totale. Je me nettoie tous mes chakras, mes racines, ça va à la source de la terre et ça revient vers toi embelli. C'est agréable, c'est agréable. Si tu penses à ta culture, tu passes dessus. La première marche sur le feu s'est déroulée à Papara il y a 40 ans. À l'époque, aucun des ancêtres de Raymond Grave ne pratiquait le Umuti. Le prêtre s'était alors isolé pour consulter les dieux et attendre leurs recommandations. C'est notre anniversaire, 23 juin 83, 23 juin 2023, n'est-ce pas? Et 40 ans déjà de pratique de Umuti, de partage avec toutes les ethnies confondues. D'abord notre peuple,
ensuite les invités et tous ceux qui désirent, qui aiment la Polynésie. La date de la prochaine cérémonie du Umuti, où la marche sur le feu est déjà connue, elle aura lieu le jeudi 27 juin 2024. Rappel du titre principal de la journée, la flamme olympique sera à Tahiti dans un an, le 13 juin 2024. Un symbole fort de la participation du Fénois à cette grande fête du sport universel. C'est la première fois que la flamme olympique arrivera en Outre-mer. Il y aura donc des relayeurs du Fénois pour participer à cette grande cavalcade de la fraternité et de l'amitié entre les peuples. Coup d'œil sur les programmes de la soirée, vous l'avez vu, avec Miss Tahiti. Voilà à l'écran et ensuite une série que vous connaissez, Astrid et Raphaël. Merci d'être fidèle à la première. Demain soir, rendez-vous 19h pour le journal. Et on finit avec des images de la marche du feu. Belle soirée avec la nouvelle Miss. À demain soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.